demander à Gilles Leguet, qui est directeur général adjoint des Soutiers Verlingues et l'entité spécialisée dans le domaine maritime du courtier français, qui est broker at Lloyd's, de bien vouloir comment nous rejoindre et d'intervenir pour nous dire comment le Lloyd's compte opérer depuis Bruxelles. Est-ce que, enfin, puisque vous êtes broker at Lloyd's, je suppose qu'il y a un certain nombre d'informations qui vous ont été transmises sur la manière d'opérer pour demain. Gilles. Oui, bonjour Jean, bonjour tout le monde et merci Jean pour cette invitation. Oui, alors effectivement, alors moi je parle pas, je ne parle pas pour le nom du Lloyds, hein, je suis courtier, nous sommes courtier et donc utilisateur seulement, mais effectivement, on a quand même beaucoup d'informations qui nous viennent du Lloyds, qui je dois dire depuis le début de ce Brexit, depuis 2016, a lancé un plan remarquable, enfin vraiment un tour de force pour pouvoir s'adapter à cette situation du Brexit et d'une certaine manière était vraiment en avance sur le gouvernement britannique hein, dans beaucoup de circonstances. Euh, donc, la solution, Romain l'a expliqué tout à l'heure, aujourd'hui on a un système de fronting avec le Lloyds Europe qui semble ne pas tout à fait convenir à ce que souhaitent les IOPA, et c'est ce qu'a signifié le régulateur belge à Lloyds Europe en disant qu'il fallait réformer quelque chose, notamment la place des managing agents qui ne pouvaient pas souscrire pour le compte des risques, pour les risques européens. Donc il y a un plan qui est mis en place et le plan est déjà bien avancé avec une livraison prévue en septembre de cette année et normalement une décision qui devra se faire par tous les managing agents d'ici le 4 juin selon trois options qui sont proposées par le Lloyds. La première option qui semble être l'option la plus favorisée les managing agents, c'est celle d'un détachement en fait enfin pas de chaque, d'une partie des souscripteurs des managing agents auprès d'une filiale enregistrée en Angleterre de Lloyds Europe. Donc Lloyds Europe aura une filiale, une branche, ça UK branch, qui quelque part emploiera une partie des managing agents, des souscripteurs des managing agents pour faire l'acte de souscription, pour faire l'acte de cotation. Et de cette manière, remplir l'exigence de IOPA. Une autre option, l'option numéro 2, c'est un système d'emploi un peu plus à temps partiel, c'est-à-dire les souscripteurs auront une double casquette d'une manière différente, c'est-à-dire qu'ils resteront encore une fois employés du managing agent, mais en même temps seront employés par le Lloyds Insurance Europe directement. Ce qui veut dire pour des raisons euh, comment des raisons sociales et réglementaires, encore une fois, vis-à-vis du régulateur belge. Ça voudrait dire aussi que ces souscripteurs souscrivent également depuis la Belgique, de la Belgique, c'est un petit peu un problème technique. Donc, ce n'est pas la solution la plus favorisée. Et la troisième option, c'est une souscription à travers des agences de souscription que chaque managing agent ont ou pourront créer dans l'Union européenne et avec un système de reverse branching comme le font les courtiers aujourd'hui, feront l'acte de cotation et de souscription depuis, encore une fois, les managing agents qui seront situés en Angleterre. Donc voilà les trois solutions qui peuvent sembler très compliquées et quelque part le sont, hein, mais elles sont surtout très ingénieuses pour pouvoir s'adapter à cette solution, à cette problématique du Brexit qui pour le Lloyds est véritablement une très grosse problématique. Faut voir que quand même, à l'heure actuelle, Lloyds, et il faut bien le rappeler, n'est pas une compagnie d'assurance, c'est un marché, et ils sont allés jusqu'à créer 7 compagnies d'assurance en Europe, qui est le Lloyds Europe. Donc c'est quelque chose déjà de tout à fait remarquable. Je ne sais pas Merci. si ça répond à tes questions, Jean. Si, merci Gilles. Alors Romain, qu'est-ce que vous en pensez de ces différentes options, notamment pour le contrôleur belge aller en Angleterre pour vérifier que dans la filiale anglaise, tout se passe bien. Bon, ceci étant, vous allez me dire, les autres assureurs continentaux européens, quand ils ont des succursales en Angleterre, le contrôleur est bien obligé d'aller voir ce qui s'y passe. Exactement, c'est pas très surprenant que si vous voulez, le contexte du Lloyds crée
quelques questionnements, parce que c'est vrai que c'est une organisation qui est tout à fait à part entière, parfois un peu mystérieuse, hein, il faut le dire quand même, et qui s'intègre dans un nouveau cadre juridique extrêmement complexe. Donc c'est vrai que c'est un peu normal qu'il y ait des frottements qui se créent à l'origine. Bon, le régulateur, son rôle, c'est de faire respecter la règle. Donc c'est normal aussi que parfois il sévisse aussi, et qui ne succombe pas, si vous voulez, à toutes les demandes qui auraient pu être faites à un moment ou à un autre par les pouvoirs politiques. Donc je pense que cet équilibre bon, est en train de se trouver par des mécanismes qui sont tout à fait nouveaux. Donc ça montre bien déjà la capacité des assureurs anglais à s'adapter à un nouveau contexte réglementaire quand ils le doivent. Encore faut-il leur faire acte d'autorité. Hein. C'est sûr que si le régulateur leur demande pas, ils vont pas le faire. Mais aussi, c'est aussi un moyen pour les places européennes d'obtenir petit à petit qu'il y ait plus de savoir-faire qui soit transmis aux places européennes. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Je pense que le régulateur est tout à fait dans son rôle de solliciter des solutions de la part du Lloyds qui sont assez créatives et qui l'éloignent un peu, je dirais, malgré tout, de ce qui faisait sa spécificité. Parce que c'est vrai que quand j'entends effectivement les propositions qui sont faites, le fait qu'il y ait des managing agents qui soient salariés qui serait quoi, une société d'assurance du coup, européenne, c'est vrai que c'est un peu à l'opposé de ce qu'on avait dans l'idée d'un managing agent historiquement. Mais en tout cas, ça a le mérite de montrer qu'il y a des solutions qui existent quand on veut donner accès aux capacités des assureurs anglais tout en respectant les nouvelles règles européennes qui sont de fait les conséquences du choix des Britanniques. Hein. Donc, il faut aussi qu'il y ait voilà, la capacité d'assumer ces choix. Alors, effectivement, au-delà des acrobaties juridiques, hein, on voit bien qu'il y a, comme vous dites, de la créativité dans l'air. Les risques managers aiment bien rencontrer ceux qui souscrivent les risques. Bon, et ceux qui souscrivent les risques, de fait, quelle que soit la solution, pratiquement, ils vont être à Londres pour une entité comme le Lloyd's. Bon, Christophe par-dessus, je pense que vous confirmerez que les clients aiment bien rencontrer leurs assureurs directs. Qu'est-ce que vous le conseilleriez pour demain? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent à Londres? Est-ce qu'ils peuvent demander aux souscripteurs britanniques de venir à Bruxelles parce que c'est un terrain européen pour l'acte de souscription? Quelles précautions doivent-ils prendre pour éviter que le risque soit vu comme étant souscrit à l'étranger alors que c'est un risque d'Union européenne? Est-ce que le courtier a un conseil à apporter en la matière? Bah, écoutez, ouais, rencontrer physiquement le souscripteur, effectivement, c'est parfois nécessaire. Hein. C'est effectivement un souhait souvent exprimé par l'AS Manager, mais au-delà du souhait, c'est effectivement parfois nécessaire aussi parce que on sait que des échanges en direct sont parfois de nature à apporter de la compréhension et de la clarification et donc dissiper des malentendus. Donc on n'hésite pas en tant que courtier à l'organiser lorsqu'on pense que c'est nécessaire. Mais au-delà de la rencontre physique, ce qu'il faut effectivement regarder, c'est faire les choses proprement sous l'angle juridique. Et on a déjà, bon, les personnes qui nous écoutent le savent, il y a déjà tout un arsenal de techniques qui permettent de faire des montages qui font que on prend un habillage, un fronting à tel endroit, et puis la capacité en fait est prise ailleurs à travers des techniques qui permettent de s'affranchir des règles qui sont très protectrices pardon, au niveau de l'assurance pour éviter que les assurés, quels qu'ils soient, se trouvent embringués dans des schémas qui leur échapperaient, alors qu'au niveau de la réassurance, il y a quand même beaucoup plus de latitude sur un plan juridique et sur un plan économique et opérationnel. Donc, organiser des rencontres physiques, oui, ça effectivement, ça peut faire du sens. Alors, quant au lieu, effectivement, ce serait plus prudent de les faire sur le territoire du continent européen, si on attache beaucoup d'importance à ce type d'apparence. Mais encore une fois, je pense que ce qui est le plus important à mes yeux, et aux yeux du courtage, c'est de faire que juridiquement l'opération montée, si on prend une expression un peu basique, tienne la route. Et pour tenir la route, eh bien, il faut qu'effectivement, ça passe au niveau du montage d'assurance directe lui-même. Il faut que ça passe par une relation contractuelle entre un assuré européen par définition et un assureur européen également par définition. Ceci étant, je rappelle qu'il y a quand même
sur certains marchés depuis toujours des sujets de capacité délocalisée. On peut prendre simplement 2 exemples, hein. Le marché maritime, le marché des corps de navires, le marché de l'assurance aérienne. Et je dis pas ça parce que Jean est au micro, mais Jean pourrait confirmer mieux que moi que ce sont des marchés sur lesquels la capacité est en fait au niveau mondial localisée dans quelques places de souscription. Et donc, depuis toujours, dans ces lignes techniques, on s'affranchit des obligations de placer enfin, de ne pas faire de non-admitted ou de choses comme ça. Donc, et le droit français comporte une disposition dans le Code des assurances qui permet aussi, dans une certaine mesure, sous certaines conditions, de s'affranchir de ces contraintes. Bon, donc, les techniques juridiques existent, heureusement d'ailleurs, parce que il serait malheureux que la situation découlant du Brexit soit de nature à venir limiter les capacités de souscription et empêche les entreprises du continent européen d'avoir en face de leurs risques des capacités adaptées à leurs besoins. Donc heureusement qu'il y a des dispositions qui permettent de répondre à ces attentes. Et sur le plan des sinistres, est-ce que c'est important d'avoir son interlocuteur face à face? Et est-ce que une gestion des sinistres en dehors de l'Union européenne est quelque chose qui est compatible avec la réglementation? Alors, avoir son interlocuteur en face de soi, oui, c'est utile, oui, ça j'en conviens. Et la période dont on sort, et heureusement qu'on en sort d'ailleurs, montre que si la vidéo fonctionne bien et elle répond à beaucoup, beaucoup de besoins, eh bien on sait que dans certains cas quand même, on regrette de ne pas avoir des rendez-vous en tête-à-tête, en présentiel, comme on dit si bien. Parce qu'encore une fois, je pense que ça permet aussi de faire passer des messages qui, c'est peut-être parce qu'on manque encore d'expérience avec la vidéo, mais on a quand même tous le sentiment que dans certains cas, la vidéo crée une forme d'obstacle et de barrage. Alors après, dans les sinistres, le sujet qu'on a, c'est naturellement le fait que les pratiques de marché diffèrent, que l'approche d'un même sujet par un assureur britannique et un assureur européen ne seront pas forcément la même, sans parler bien sûr de la prise en compte de la loi qui régit la police elle-même et qui bien sûr va avoir une incidence extrêmement forte. Donc ces différences culturelles, on peut craindre qu'avec le Brexit, s'agissant des relations avec le marché britannique, on peut craindre que ces différences culturelles persistent, voire s'amplifient, parce que si le contexte juridique, le socle juridique commun dans lequel le marché britannique et le marché européen baignaient jusque-là a pu, de façon très timide, je dois le dire, hein, opérer une forme de rapprochement, le fait qu'aujourd'hui il n'y ait plus ce socle commun permet de penser que les pratiques vont s'éloigner et que la perception surtout d'un même sujet va différer selon qu'on a un œil britannique ou un œil européen sur le dossier. Donc c'est encore trop tôt pour dire que le Brexit va apporter de la complexité supplémentaire. Ce que je peux dire, en tout cas avec mon expérience, c'est que je ne vois pas le Brexit apporter de la simplicité, ça c'est sûr. Alors Valérie Fermenton, vous entendez en fait le besoin qu'il y a sur certaines parties du marché de rester en lien avec les capacités britanniques. Bon, ça pose quand même un sujet en matière de souveraineté. Alors je sais bien que c'est pas comme si on plaçait les risques en Chine ou directement aux États-Unis, mais pour la souscription ou pour les sinistres, on est obligé de fournir un certain nombre d'informations. Est-ce que ça entraîne une réflexion au niveau des parlementaires français, européens sur jusqu'où aller et comment réguler cette information qui peut être transférée outre-Manche? Alors, on est quelques-uns, pas suffisamment nombreux à mon sens encore, à se poser des questions de souveraineté du point de vue protection de l'information. Je vous rappelle que le terme intelligence économique qu'on utilise est un anglicisme qui vient des Britanniques. C'est bien eux qui ont inventé le procédé, ou en tout cas la méthode de réflexion autour de l'intelligence économique, c'est-à-dire le fait de détenir
de l'information, obtenir de l'information et protéger sa propre information. Aujourd'hui, à l'aune de la crise sanitaire, nous avons vu la multiplication, on l'a évoqué tous, et puis on jongle avec nos micros depuis tout à l'heure, que les outils informatiques sont là, ils sont de plus en plus nombreux dans nos usages et ils vont perdurer parce qu'il est beaucoup plus simple de faire une visio à l'autre bout du monde que de devoir se déplacer en avion. Et en plus, la question de l'écologie se pose, dans les deux cas se pose, mais en tout cas, l'avion paraît encore une méthode plus polluante que l'Internet. Donc, ceci étant dit, l'intelligence économique doit se développer en Union européenne. On a une certaine naïveté. Il faut se le dire, quand on voit le fonctionnement, pas uniquement en France, en Allemagne aussi, on peut avoir des difficultés de protection des agents économiques locaux à l'international ou la pression qu'ils peuvent ressentir de la part de nos partenaires, plus ou moins partenaires. Donc, c'est pas parce que la Chine, la Turquie, la Russie peuvent susciter certaines craintes que les États-Unis ne doivent pas le faire. Et la proximité des Britanniques avec les États-Unis en matière économique, elle est connue de longue date. Les décisions qui étaient prises à Bruxelles étaient toujours empreintes de ce positionnement britannique vis-à-vis du libéralisme américain. Et donc, aujourd'hui, je ne pense pas que les choses changent radicalement. Par contre, le Royaume-Uni peut adopter d'autres législations moins protectrices de l'information, aussi d'autres règles de solvabilité. Ils sont libres maintenant de le faire et finalement chercher des partenariats à minima avec la réglementation européenne. Donc, ceci doit être pensé par le législateur européen pour nous éviter une captation non seulement du marché, puisque les capacités britanniques nous sont encore nécessaires, mais aussi la captation des informations, la captation des données qui sont de manière tout à fait légale, qui sont cruciales et stratégiques pour le développement de nos entreprises. Et en même temps, ayant travaillé dans le milieu assurantiel, je sais parfaitement ce que c'est un client qui ne souhaite pas partager ses données. Ce n'est pas possible de l'assurer correctement s'il ne les partage pas. L'assureur est un petit peu comme le médecin, on se met à nu. Donc, si ce n'est pas fait, les couvertures ne seront pas adéquates et la réponse et l'accompagnement ne le sera pas non plus. Donc, on est devant ce dilemme et encore une fois, à mon sens, les solutions viendraient du marché lui-même, des acteurs européens. Je suis plutôt, et pour une parlementaire, ça c'est paradoxal, opposée au fait de positionner des règles extrêmement rigides venant d'en haut de nulle part. Et il faut toujours que le marché se positionne avant qu'on puisse l'encadrer. Et donc, c'est plutôt là-dessus qu'on attend, enfin moi j'attends une réaction des acteurs européens quant à leurs besoins réels et quel type de protection ils estiment qu'on devrait mettre en place pour protéger la relation commerciale entre l'assureur britannique et l'entreprise française. Mais par ailleurs, on a besoin clairement de travailler sur les questions d'intelligence économique partout en Europe, au-delà de l'assurance, parce qu'à tous les niveaux, on a besoin de performer en la matière. Alors, en fait, ce serait beaucoup plus simple, si je vous entends bien, si les clients, les courtiers, les assureurs et les réassureurs d'Union européenne pouvaient fournir tout le spectre de services et la capacité dont les entreprises ont besoin. Ça, c'est utopique. S'ils pouvaient le faire, ils ne feraient pas appel aux Britanniques. Donc, s'ils pouvaient le faire, ça fonctionnait. Mais déjà, je pense que ce qu'il ne faudrait pas négliger, c'est qu'en termes d'organisation,
Ce que les Britanniques ont permis de faire avant le Brexit, c'est de réunir une espèce de place de marché des capacités et de l'assurance. Et je pense qu'on est capable de créer une unité d'échange en Europe continentale. Et pour l'instant, on est un petit peu en ordre dispersé. Voilà. Une fois qu'on aura coordonné un petit peu nos efforts, on verra quelles sont les lacunes finalement dans les offres et dans nos capacités. Et à partir de là, on pourrait les acquérir ailleurs en posant des règles très strictes de qu'est-ce qu'on acquiert. Vous savez, moi j'ai écrit un rapport sur les données géographiques souveraines. Et la première chose que j'ai faite, c'est de découvrir la souveraineté, de décrire la souveraineté. La souveraineté, c'est pas de fabriquer soi-même de bout en bout. Ça, c'est de l'isolement. Ça, c'est le recul, le repli sur soi. La souveraineté, c'est de maîtriser et normer le processus de production. On ne sait pas forcément faire pousser les bananes et les ananas en France. Ça ne nous empêche pas d'en manger. Par contre, on fixe les règles selon lesquelles on veut les consommer. Qu'il s'agisse de leur empreinte carbone ou le refus des OGM sur le territoire national, c'est des règles, c'est des normes qu'on a fixées pour pouvoir maîtriser notre consommation. Et donc, une fois que le marché européen se sera bien organisé et sera ordonné déjà entre nous, on pourra acheter les solutions qui nous manquent pour compléter les nôtres en les normant correctement. Mais aujourd'hui, comme les règles ne sont pas très claires sur le passif, sur les contrats en cours, sur les nouvelles souscriptions, on sait qu'on a fixé les règles, mais par contre sur le sinistre, il y a encore débat d'où il doit être géré et que notre propre marché est mal organisé. Cette non-visibilité ne permet pas aux législateurs de positionner les règles simples et strictes, puisque du coup, on risque de se tirer une balle dans le pied, excusez-moi l'expression vulgaire, quant à la compétitivité de nos assureurs vis-à-vis de nos entreprises. Alors, Frédéric Dersch, du coup, vous étiez installé à Londres, hein, la Score UK, je l'ai rappelé tout à l'heure, parce qu'il y avait une dynamique, je suppose, il y avait un caractère unique à ce marché. Est-ce que les raisons qui vous ont qui ont poussé la Score en fait à développer Score UK sont toujours d'actualité aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez pouvoir les répliquer comme vous le souhaitez en Union européenne? Alors, ça fait beaucoup de questions importantes, mais moi, d'abord, je vais donner quelques chiffres parce que c'est important de rappeler ce dont on parle. Le marché de Londres, c'est 50 000 personnes qui travaillent quand même pour produire le quart du PIB de la City. Et la City, c'est pas que l'assurance, c'est aussi la grande finance. Donc, c'est par définition un énorme centre. Alors, le Brexit ne va pas tuer tout ça. J'ai lu une étude pour préparer cette discussion qui pensait que 10 à 15% du PIB de la City baisserait au global, hein, sur la partie financière comme assurantielle. Mais ça va rester toujours une grande place financière. D'ailleurs, c'est amusant parce que si on réfléchit et on regarde les 20 dernières années, notamment après l'avènement de l'euro, c'est là que Londres a décollé. C'est-à-dire c'est au moment où Londres a décidé de ne pas utiliser l'euro et de rester avec la livre sterling que Londres est devenu un des plus grands centres financiers qu'on ait connu. Donc il ne faut pas enterrer Londres trop vite. Je veux aussi dire qu'il y a quelque chose comme 120 milliards de dollars de primes qui transitent par Londres. C'est 2 fois les Bermudes, c'est 4 fois Zurich, c'est 10 fois Singapour. Il y a 40% des primes américaines des USA, 40% des primes des USA qui viennent, 40% des primes américaines des USA, 40% à Londres. C'est pourquoi on a choisi Londres, et je pense pourquoi beaucoup de gens ont choisi Londres. C'est quand même énormément de gens ont choisi Londres. Quand même des capitaux importants, des services, et puis un accès, une capacité de projection à travers ce qu'ils appellent les cover holders, qui leur permettent de pouvoir souscrire partout dans le monde. Un exemple, et ça explique aussi pourquoi Score est arrivé sur ce marché. Quand vous prenez les marchés mondiaux, et les gens les connaissent bien, hein, de l'énergie, de la marine ou de l'aviation, depuis 10 ans, ces marchés ont baissé dans le monde entier. Essentiellement pour des raisons de coût, c'est-à-dire que les prix se sont érodés. La part de marché de Londres a augmenté sur ces marchés. Quand on prend les autres marchés qui sont plus traditionnels, comme le dommage, la responsabilité civile, ou même les lignes financières, là, le marché mondial a augmenté et
là, à nouveau, Londres a eu sa part de marché qui a augmenté significativement. Donc, on voit bien que la place de Londres, c'est une place qui est vivante, qui est réactive, qui est très dynamique. Est-ce qu'on referait le même choix aujourd'hui d'aller à Londres? Moi, je ne peux pas vous dire, mais clairement, on ne peut pas se passer de Londres, comme ça vient juste d'être dit. En revanche, c'est vrai clairement que le monopole n'existe plus. Et c'est pas moi qui le dis, il y a déjà d'autres places. Quand Londres a vacillé dans les années 80, il y a eu l'avènement des Bermudes, si vous vous rappelez bien, qui a été finalement créé sur le sujet des problèmes de responsabilité civile, sur le sujet des États-Unis dans les années 80 et un petit peu plus tard en 92 avec l'ouragan Andrew. Très récemment, le Covid a accéléré la digitalisation qui était déjà en cours. Si vous vous rappelez, en 2019, le patron des Lloyds avait écrit un papier, un white paper, donc un papier d'études qui montrait que la plateforme de Londres devait se digitaliser davantage. Donc finalement, cette notion de proximité qui fait vraiment l'essence, le cœur du succès de Londres, le fait qu'à 2 rues près, on puisse placer des milliards de dollars de capacité, est peut-être plus aussi critique, en tout cas pour toutes les lignes d'assurance, qu'autrefois. Les coûts de distribution qui sont liés aux 2 points précédents sont énormes à Londres, ils sont de plus en plus importants. Et puis, il faut peut-être rappeler aussi, et ça je pense que c'est intéressant pour l'Europe, c'est que je vous disais tout à l'heure que 40% des points des États-Unis sur le marché de Londres, en fait, quand on regarde les chiffres, le marché de Londres n'a pas été si prolifique et n'a pas eu autant de succès ça avec les pays émergents. Ça, c'est un trait qui me paraît intéressant. C'est une raison à ça, et ça veut dire qu'il y a encore de la place pour créer des marchés alternatifs. Donc, oui, je pense qu'on travaillerait toujours avec Londres si c'était à refaire, mais peut-être qu'on ne mettrait peut-être pas tous nos œufs dans le même panier. Et le fait que les courtiers britanniques se projettent en permanence à l'international et rapportent du business sur la place de Londres, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui a besoin de se développer en Europe, en Union européenne, c'est-à-dire cette capacité de projection pour rapatrier en fait des affaires sur une place, même si elle est digitalisée au niveau de l'Union, mais en tout cas sur une place locale. Mais moi, je vais prendre un peu le contre-coup de ça, c'est que c'est un peu un signe de faiblesse de la place de Londres. J'ai passé 8 ans aux États-Unis quand je suis revenu l'année dernière, et j'ai vu l'avènement, par exemple, j'ai vu, j'allais dire, la montée du marché de Miami, où il y avait quelques marchés, c'est-à-dire quelques assureurs qui étaient présents, et puis j'ai vu un boom du nombre d'assureurs qui se sont installés à Miami pour servir les clients d'Amérique du Sud. Et effectivement, on avait énormément de syndicats des Lloyds ou de compagnies de Londres, mais précisément parce qu'ils ne pouvaient plus avoir ce business. C'est-à-dire que ces affaires, ces clients n'allaient plus à Londres, ils n'avaient plus besoin d'aller à Londres. Donc c'est vrai, d'une certaine façon, que Londres se projette à l'extérieur, et c'est une force pour amener du business, mais c'est aussi vrai qu'ils sont obligés de se projeter à l'extérieur parce que le marché n'est plus suffisant. Et donc, ça veut dire que des marchés ou des compagnies plus institutionnelles, plus traditionnelles, qui auraient leur réseau de distribution établi, et c'est déjà le cas. On ne va pas réinventer ce qui existe déjà. On travaille avec des courtiers qui sont mondiaux. Eh bien, cette infrastructure de distribution, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit plus traditionnelle, pourrait servir à un marché européen, qu'il soit à Paris, à Francfort ou à Amsterdam. Absolument.